France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité et à la découverte des territoires ultramarins. L'actualité de la semaine est marquée par la crise de l'eau à Mayotte qui a reçu la visite de la Première ministre Elisabeth Borne. A tout de suite. La Première ministre Elisabeth Borne s'est donc rendue ce vendredi matin à Mayotte pour une visite éclair d'une douzaine d'heures dans un contexte de crise sécuritaire et de crise de l'eau. La Première ministre a visité une usine de dessalement et a assisté à une opération de distribution de bouteilles d'eau avant de se rendre dans un bidonville. Elisabeth Borne qui a été interpellée par une centaine de manifestants sur l'insécurité qui inquiète les habitants du 101e département. Les Mahorais qui n'ont de l'eau au robinet qu'un jour sur 3, depuis le 20 novembre, 330 000 litres d'eau en bouteilles sont fournis chaque jour à la population. Elisabeth Borne a annoncé que cette distribution se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire. Alors comment se passe cette distribution au quotidien? Le reportage de Zora Abdoukafet et Jaidi Maoulida. Kaweni, la population joue des coudes pour avoir des packs d'eau. Ils sont nombreux à être là depuis 6 heures du matin. Et tous n'auront pas d'eau aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde et il n'y a pas assez d'eau dans le conteneur. On prendra les premiers arrivés et ils seront servis. Les restes devront revenir demain, tôt le matin, pour avoir de l'eau. À Cavani, l'ambiance est un peu plus calme, mais l'attente est longue et la peur que l'eau ne suffise pas gagne les esprits. Les organisateurs ont donc limité à 5 packs maximum. Aujourd'hui, on avait beaucoup de retard pour l'eau, donc on essaie de limiter l'eau, qu'on puisse donner à tout le monde là. À midi, le conteneur est vide. On ouvre un deuxième. Selon les organisateurs, en suivant cette cadence, dans 40 minutes, ce deuxième conteneur sera vide. Ce qui laisse peu de temps à Yasmine, enseignante, pour s'approvisionner. Cette mère de famille travaille jusqu'à 12h30. Dès qu'elle finit, elle court au point de distribution à Cavani et fait la queue dans l'espoir d'avoir de l'eau. D'habitude, quand je viens, il n'y a plus d'eau, soit il n'y a plus d'eau, soit c'est fini, ils ne distribuent plus. Après quelques minutes d'attente, Yasmine a le sourire. Elle reçoit la précieuse ressource, les derniers packs restant dans le conteneur. Le gouvernement polynésien en fauteuil roulant, Moitai Brotherson et ses ministres ont symboliquement parcouru quelques centaines de mètres entre la présidence et la gare maritime de Papeete en se mettant dans la peau des personnes à mobilité réduite pour se confronter à leurs difficultés sur la voie publique. Écoutez le président polynésien Moitai Brotherson. Je me mets à la place d'une personne PMR non accompagnée qui doit ne serait-ce que prendre un passage piéton ou emprunter la route parce que tout simplement le trottoir n'est pas adapté parce qu'il y a un arbre au milieu, parce qu'il y a une racine qui a déformé le trottoir. Ces frères et sœurs PMR qui essayent tout simplement d'aller d'un point A à un point B, mettent leur vie en danger quasiment tous les jours. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que société de faire ce qu'on peut pour les aider. Et la question du maintien des épreuves de surf à Teahupo'o pour les JO 2024 a de nouveau fait l'actualité cette semaine. Lors des essais techniques, la barge prévue pour l'installation de la nouvelle tour des juges a brisé du corail. Le président polynésien a suspendu les travaux. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, s'est voulu rassurant. Nicolas Bouige avec les équipes de Polynésie La Première. Un test qui va tourner à la catastrophe. Vendredi 1er décembre, Teahupo'o, une barge brise du corail. L'image devient virale sur Internet. Attends, regardez-moi cette patate cassée. On entendait le craquement des coraux qui se brisaient sous la barge. Même la barge en elle-même touchait le corail. Et sans compter que les hélices des moteurs aussi ont bien labouré le corail, quoi. Alors c'est ça en fait qui nous a mis en colère et qui nous attriste. À l'origine de la colère, il y a ce projet de tour, une tour censée accueillir les officiels durant la compétition de surf des prochains JO. Sur place, la riposte s'organise de différentes manières. Dimanche, c'était une grande baignade symbolique à Teahupo'o pour alerter une nouvelle fois. On a tous pris un moment de silence
pour s'excuser de ce qui s'est passé vendredi et pour se connecter à la nature et à nos tupuna et pour montrer le soutien et le respect qu'on a pour Te Ahupo. Et c'est ça que je retiens aujourd'hui. Soutien également de la part du président de la Polynésie française qui a mis en garde. Aujourd'hui, on a cassé du corail. Demain, ce sont des vies qu'on met potentiellement en danger. Et de conclure, si au final, il n'y a pas de solution, il faudra se poser la question de la pérennité des épreuves de surf à Te Ahupo. Encore une fois, j'ai vraiment toute confiance dans les autorités locales, le gouvernement polynésien, l'entreprise qui est en train sur place d'imaginer des adaptations pour que cette barge puisse accéder au site sans dégrader les coraux et puisse réaliser les travaux dans les meilleures conditions. Des travaux qui devaient commencer lundi dernier, mais des travaux suspendus, voire désormais incertains. Le 10e sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud s'est tenu du 4 au 6 décembre à Nouméa. La France a accueilli pour la première fois ce sommet. Alors, quels ont été les enjeux au cœur de ce sommet? Réponse dans notre dossier signé Laïd Beritane. Apaisement, réchauffement et coopération. 3 mots pour un message clair. En accueillant ses homologues de la défense des pays du Pacifique Sud à Nouméa, Sébastien Lecornu réaffirme la place de la France en Indo-Pacifique. On a un ensemble régional qui globalement est épargné par des situations de contestation, des situations de tension militaire. Or, on le voit bien, c'est pas vrai dans le Pacifique Nord. Les 3 plus grandes marines de guerre du monde, la Fédération de Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, montent en tension, c'est le moins que l'on puisse dire, sous fond de dérèglement, la guerre en Ukraine, ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc, au fond, nous, on le voit bien, on a cette responsabilité historique, c'est de regarder comment on fait pour justement qu'il n'y ait pas un effet de ricochet sur le Pacifique Sud. Outre la question militaire, l'enjeu de ce sommet, c'est de renforcer la coopération lors des catastrophes naturelles, car cette zone est régulièrement frappée par les cyclones. Le cyclone Gabriel en Nouvelle-Zélande nous a encore montré que le climat change et que davantage de catastrophes surviennent. Quand c'est le cas, les forces de défense sont un élément central en termes de réponse. En 10 ans, les catastrophes naturelles ont entraîné le déplacement de 225 millions de personnes en Indo-Pacifique. Autre réponse lors de ce sommet, la lutte contre la pêche illégale. La France renforce la sécurité dans sa zone économique exclusive. Mais cette présence militaire française est vivement critiquée par les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie. Ils étaient plus d'1 millier de personnes à manifester à Nouméa en marge de ce sommet. Nous, on n'a pas besoin de base militaire. Et on est en paix ici dans ce pays avec l'ensemble des Calédoniens et l'ensemble des îles du Pacifique. Je dis, on n'a pas besoin de rajouter encore plus. Mais avec 200 militaires supplémentaires en Nouvelle-Calédonie et 150 millions d'euros d'investissement, la stratégie de la France est on ne peut plus claire. Cette année, le Père Noël déposera aussi au pied des sapins des jouets d'occasion de plus en plus plébiscités. En Martinique, les parents, parfois accompagnés des plus grands, ont pu échanger livres et jeux de seconde main à tout petit prix. C'est la bonne idée de cette édition. Reportage Delphine Bess et Jean-Marc Keninga. Regarde celui-là, c'est sympa avec les petits zèbres et tout, toute la famille. Pour cette jeune maman, ces petits livres à 2 € n'ont vraiment rien à envier aux livres neufs des magasins. Il n'y a pas de différence, au contraire, après elle est déjà habituée parce que c'est vrai qu'on participe souvent dans les vides-greniers, etc. J'ai acheté des jouets d'occasion qu'elle sait plus utiliser plutôt que des jouets neufs, alors voilà. Et puis comme ça on peut choisir, on aime bien fouiller, chiner, voilà. Le but étant surtout de faire le tri, déblayer un peu, faire un peu d'espace à la maison. Donc j'ai préparé des petits lots, tout à 2 €, 10, 1 €, 3 €, 5 €. Les enfants sont associés à la démarche. Après tout, ces jouets sont les leurs. Et le choix de s'en séparer est souvent difficile. Mais je sais que je commence à devenir grande et qu'il faut que je me sépare de mes jouets et maintenant arrêter de ranger ma chambre tout le temps. Car certains jouets sont encombrants. Beaucoup sont en bon état et les laisser en déchetterie ferait vraiment mal au cœur. Pour moi, c'est la même chose. C'est le fait de donner qui compte. Occasion, troc, les Antilles ont du retard par rapport à l'Hexagone car les initiatives sont encore mal coordonnées. C'est l'occasion effectivement de faire en sorte qu'on fasse rentrer dans l'opinion la nécessité de faire de l'économie circulaire. Certaines belles histoires ont commencé aujourd'hui. Il est très joli ce petit caneton. D'autres jouets sont rentrés une nouvelle fois à la maison jusqu'au prochain vide-grenier.
On termine avec un sauvetage insolite en Nouvelle-Calédonie. Un jeune de Païta a miraculeusement trouvé un bébé roussette. Il a eu le bon réflexe de contacter le parc zoologique et forestier de Nouméa. La petite chauve-souris endémique a pu être sauvée, d'autant que l'espèce est de plus en plus rare sur le Caillou. Antoine Defive avec les équipes de Nouvelle-Calédonie, la première. C'est un moment primordial de la journée pour cette petite roussette d'à peine quelques semaines. Le biberon toutes les 4 heures avec l'une de ses nouvelles mamans. Donc le premier biberon, en général, il est c'est un peu compliqué. Un peu comme avec les enfants qui passent de leur papa à leur maman, voilà, sans transition au final. Après Marianne, c'est Oriane qui prend la garde du bébé. Et on est bon. Youp. Tiens, maman. Moment du jour. Il faut dire que la petite est au cœur de toutes les attentions. À son arrivée il y a 2 semaines, elle ne pesait que 100 grammes. Aujourd'hui, elle a doublé son poids. C'est-à-dire que le vétérinaire l'a déjà vu, mais sur un individu aussi jeune, on ne peut pas se permettre de vermifuger, on ne peut pas se permettre de faire pas mal de soins qui pourraient être un risque pour sa santé. Comme sur le même principe qu'un enfant qu'on vaccine certes, mais on ne va pas donner n'importe quel médicament à un enfant, c'est sur le même principe. L'animal a été retrouvé au sol par un jeune garçon. Il a immédiatement contacté le parc forestier. La nouvelle petite pensionnaire y restera toute sa vie. Cette roussette nous a été déposée, elle était très jeune, elle avait à peine 2 semaines. Elle va être élevée au biberon pendant presque 5 mois. Elle va garder du coup un contact avec l'être humain, elle ne se méfiera pas des menaces. Donc la relâcher, c'est un risque pour sa survie en fait. Cette espèce endémique est menacée, ne fait qu'un seul bébé par an. La petite miraculée est donc précieuse. Reste maintenant à lui trouver un nom. Et ce sont les Calédoniens qui le choisiront. Et on lui souhaite une belle vie. Et c'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.